Bonjour, nous allons parler du diagnostic anténatal des kystes intracrâniens. Nous allons voir leur diversité et leur retentissement sur le pronostic de la grossesse. Alors, le kyste arachnoïdien, sa pathogénie, elle est discutée, elle est mal connue. On sait qu'il s'agit d'une pathologie développementale de la leptoméninge, donc le développement à différents stades de la vie intra- et post-utérine. On a du liquide cérébrospinal qui est piégé dans une poche développée à partir de l'arachnoïde. Ce liquide peut se fissurer dans l'espace sous-dural. On sait qu'il peut exister un effet de clapet. On voit ici ce kyste supracellaire qui est volumineux, qui comprime les voies d'écoulement du liquide cérébrospinal avec une hydrocéphalie. Et puis on voit sur l'endoscopie qu'on a un mécanisme de clapet. On a l'impression qu'il y a du LCA qui peut rentrer plus facilement qu'il ne sort de ce kyste. Et en post-opératoire, une fois qu'on a fenêtré le plancher du kyste, on va avoir un effondrement de ce kyste. Alors, le kyste arachnoïdien, une pathologie développementale, il peut se développer en prénatal. On voit ici cette image anténatale d'un kyste de l'incisure tentorielle qui a augmenté de façon importante en postnatal avec un effet compressif qui nécessite une intervention. À l'inverse, on voit cet autre kyste diagnostiqué en anténatal qui était relativement volumineux et qui a régressé spontanément sans qu'on ait fait d'intervention. Donc, on voit que l'évolution de ces lésions est éminemment capricieuse et imprévisible. Le kyste sylvien, par contre, c'est un kyste qui se développe le plus souvent en postnatal et on peut penser que ça survient entre 6 mois et 1 an. On a cet exemple d'un bébé qui, à 3 mois, avait eu un scanner qui ne montrait pas de kyste. Et à 12 mois, il y a eu un nouveau scanner qui montrait l'apparition d'un kyste dans la vallée sylvienne gauche. Et quelques mois après, le kyste avait augmenté de volume. Donc, on voit que c'est une pathologie qui peut se développer en postnatal. Et on a parfois des courbes de périmètre crânien où on voit un décrochement de la courbe qui ici suivait le couloir de 0 DS. Vers l'âge de 6 mois, on a un décrochement pour se stabiliser vers plus de DS. Donc ça nous donne un petit peu un indice de l'âge auquel peut survenir ce kyste. Donc les différentes localisations des kystes, donc j'avais repris un peu moins de 300 cas pédiatriques avec un sexe ratio de presque 2. Alors pourquoi 2? Parce qu'en fait, on a une immense majorité, une majorité écrasante de kystes arachnoïdiens sylviens et que ce sont ces kystes pour lesquels on a un sexe ratio à 2. On ne sait pas pourquoi. Toujours est-il que ces kystes, ceux qui sont de très loin les plus fréquents en postnatal, sont quasiment inconnus en prénatal. Ce n'est pas le cas pour le kyste arachnoïdien supracellaire, dont un bon nombre ont été diagnostiqués en anténatal. Les kystes arachnoïdiens de la convexité également. Les kystes interhémisphériques, là, sont presque 2 fois plus fréquents en anténatal qu'en postnatal. Et les kystes d'incisure tentorielle, un nombre égal. Et puis, on peut avoir des kystes également au niveau du vermis, de l'endopoton cérébelleux, et même au niveau spinal. Donc, finalement, partout où il y a de l'arachnoïde, il peut y avoir un kyste arachnoïdien. Le kyste arachnoïdien sylvien, on va en parler quand même, malgré sa rareté en anténatal. Donc, c'est une dilatation kystique de la vallée sylvienne. Comme je l'ai dit, on a 2 fois plus souvent des garçons que des filles, et c'est également 2 fois plus souvent à gauche qu'à droite. Là non plus, on ne sait pas pourquoi. Souvent, ça se développe en postnatal, comme je l'ai dit, et ça peut atteindre un volume qui est important, même tardivement au cours de la croissance. Et on a ces kystes Galacie 3 qui peuvent entraîner une déformation de la voûte crânienne et même du massif facial, pouvant nécessiter une intervention majeure. Donc on voit ici, lors de l'endoscopie, cet aspect de pulsation de la membrane, possiblement un effet de Clapet également. Le kyste arachnoïdien supracellaire, donc là c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure en vidéo, qu'on voit en fin d'intervention lorsqu'on a fenêtré le plancher du kyste et du troisième ventricule. On est au contact des citernes, on voit parfaitement bien le nerf abducens. Donc on a des kystes qui peuvent augmenter le volume, entraîner une hydrocéphalie, et puis on a d'autres kystes qui restent stables. Parfois, ces kystes ne s'accompagnent pas d'hydrocéphalie et pourtant peuvent entraîner un effet compressif. Et on voit ici cet enfant, ce nouveau-né qui avait un kyste diagnostiqué en anténatal, qui avait beaucoup progressé, qui entraînait un effet compressif majeur sur le tronc cérébral, les voies optiques, la tige pituitaire, qui a nécessité une craniotomie pour membranectomie à quelques jours de vie, ce qui a permis une décompression tout à fait satisfaisante et une vue tout à fait spectaculaire sur toutes les structures de la région supracellaire. Le kyste du plexus choroïde, maintenant,
c'est quelque chose qui est de constatation banale. On parle de collection liquidienne intraplexulaire. C'est souvent au pluriel parce qu'on a souvent plusieurs kystes qui sont développés tout au long du trajet du plexus choroïde, dans le ventricule latéral, mais également dans le troisième, dans le quatrième ventricule. Lorsque ce kyste est isolé, on considère qu'il s'agit d'un variant du normal. Le problème, c'est qu'il faut chercher s'il n'y a pas d'autres anomalies, parce que du coup, le contexte change, comme cela est fréquent en anténatal. Et puis les conséquences du kyste lui-même, c'est assez rare, mais ça peut entraîner une obstruction du foramen de Monro avec une hydrocéphalie univentriculaire. Cette hydrocéphalie est en règle générale de très bon pronostic et le patient peut être traité par endoscopie. Les kystes neurogliaux, maintenant, c'est un espèce de fourre-tout, un groupe hétérogène qui va comprendre les kystes porencéphaliques. Donc là, c'est un kyste qui est beaucoup plus inquiétant puisque cette cavité porencéphalique correspond à la détertion d'un AVC en quelque sorte. Donc ça nécessite un bilan vasculaire qui est le plus souvent décevant, mais qui fait penser qu'il y a eu un événement plastique qui peut avoir d'autres conséquences qui ne sont pas forcément aussi visibles. Et puis, on a dans ces kystes neurogliaux, on a des kystes par dilatation des espaces de Virchow. Donc là, il ne manque aucune partie du cerveau, c'est simplement une dilatation d'une cavité liquidienne dans le tissu cérébral. Et puis, les kystes du plexus, on peut également les rattacher à ces kystes neurogliaux. Donc là, ces kystes neurogliaux, ils n'ont pas de paroi propre. La paroi du kyste, ça correspond au tissu cérébral lui-même. Et puis, la solution chirurgicale, ça va varier suivant la topographie, suivant la taille du kyste et l'âge de l'enfant. Et en bas à droite, on a ce kyste très particulier dans lequel on avait vu du plexus choroïde qui sécrétait du liquide cérébrospinal dans le parenchyme cérébral au lieu de le sécréter dans le ventricule. Donc, ça avait entraîné un kyste volumineux avec une déformation de la voûte crânienne. Le kyste neuroglial interhémisphérique, maintenant, ça, c'est un kyste qui correspond à une porencéphalie. Il y a un cloisonnement, il y a une perte de parenchyme cérébral, donc avec possibilité également de polymicrogyrie dans la paroi du kyste, donc avec possibilité d'épilepsie pharmacorésistante. Il peut y avoir une anomalie du corps calleux qui soit est intéressé par le processus clastique, soit qui a un défaut de développement parce que le kyste est là et empêche le corps calleux de se développer vers l'arrière. Donc, vous voyez que c'est une pathologie dont le pronostic est quand même assez est mis en question par ces différentes lésions cérébrales. Et sur le plan thérapeutique, ça peut nécessiter un drainage, mais ce drainage est compliqué car il s'agit de multiples cavités qui sont cloisonnées, et ça peut donc nécessiter un décloisonnement, soit par voie endoscopique, soit à ciel ouvert. C'est ce qui avait été fait chez cet enfant. Le kyste du septum lucidum, maintenant, ça correspond à un défaut d'accollement des vésicules télencéphaliques. Donc, ça intéresse le plus souvent la partie antérieure du septum. C'est rare qu'il y ait un effet compressif. Ça peut intéresser l'ensemble du septum. On parle alors d'un cas comme Verguet, du nom de M. Verga, qui avait donné son nom. Donc, ce kyste du septum, lui aussi, peut être associé à d'autres malformations qui vont faire toute la gravité de cette lésion, qui en elle-même n'a pas de grosses conséquences. Très rarement, on peut avoir une obstruction des foramen de Monro par ce kyste qui peut se mettre sous pression et comprimer le foramen de Monro et justifier une intervention endoscopique avec un bon résultat, comme on voit sur l'image en bas à droite. Maintenant, il y a des fausses images kystiques, notamment le récessus pinéal qui peut être dilaté en cas d'hydrocéphalie obstructive. En fait, on a un gradient de pression entre les ventricules latéraux, le troisième ventricule et la fosse postérieure, et on va avoir un véritable ballon de baudruche qui va se développer à partir du récessus pinéal et qui va régresser sur l'imagerie post-opératoire. Donc, ce n'est pas un kyste. Après, il y a la poche de Blake, dont on va parler dans un instant, qui correspond en fait essentiellement à une méga grande citerne. La malformation de Dandy-Walker, où on a une dilatation majeure du quatrième ventricule, mais qui n'est pas réellement un kyste. Et puis, on a des lésions du cervelet qui correspondent à une porencéphalie, qui ne sont pas réellement des lésions kystiques, qui ne sont pas sous pression. Alors, le kyste de la poche de Blake, c'est une entité qui est discutable. On parle d'une imperforation de la toile choroïdienne. En fait, même si la toile choroïdienne n'est pas perforée, le liquide circule normalement par les foramen de Glushka, donc il faut imaginer autre chose. En fait, on a le plus souvent une méga grande citerne
et qui peut retentir sur l'anatomie de la tente du cervelet, puisque cette tente du cervelet va devoir, au cours de la formation de l'embryo, suivre une migration à mesure que les vésicules télencéphaliques se développent. Donc cette tente du cervelet va migrer vers l'arrière et vers le bas. Et s'il existe un kyste en dessous de la tente du cervelet, celle-ci ne va pas pouvoir migrer, notamment sur la ligne médiane, et donner cette image radiologique assez caractéristique. Au total, le kyste de la poche de Blake, il faut considérer, à mon avis, qu'il s'agit plutôt d'une variante du normal qui n'est pas pathogène en soi. Donc, les traitements des kystes arachnoïdiens, très brièvement, on peut réaliser un drainage. Parfois, c'est la seule chirurgie possible, notamment chez un nouveau-né. Donc, la mise en place d'un drainage, ça a l'inconvénient de toutes les valves. Il y a un risque d'obstruction nécessitant des réinterventions, des révisions. Il y a un risque de sepsis, puisque c'est un corps étranger. Le traitement endoscopique, idéalement, on réalise une kystocysternostomie ou une ventriculo-kystocysternostomie. Le but, c'est de remettre en circulation ce liquide qui est piégé. Chaque fois que c'est possible, c'est quand même la solution la meilleure. Et c'est parfois possible, même chez les enfants tout petits, même les nouveau-nés. La membranectomie à ciel ouvert, là, c'est une intervention majeure, surtout en sustentoriel, mais c'est parfois la seule solution. Et c'est le cas en particulier pour les kystes de la fosse postérieure, qu'on ne peut pas fenêtrer dans le ventricule, qui n'est pas à portée de la main, et puis des kystes en région frontale ou temporale qui entraînent une déformation crânio-faciale importante qui peut nécessiter une cranioplastie. Donc les traitements, ils peuvent être très simples, ça peut être l'abstention. À l'inverse, on peut avoir des traitements beaucoup plus compliqués qui nécessitent des réinterventions, notamment les shunts. Et puis l'endoscopie, je vous incite à consulter les cours en ligne sur la chaîne YouTube concernant les différentes techniques pour les différents kystes intracrâniens. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez également retrouver une documentation sur les différents kystes intracrâniens de l'enfant sur le site internet.